Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et il est un honneur pour moi de souhaiter la bienvenue à un revenant d'Accès Innovation, donc un deuxième revenant depuis quelques temps. Donc c'est la rencontre des Émile cette semaine. Donc il était venu nous parler à l'épisode 11 de son projet étudiant dans lequel il a développé un moteur de fusée avec un autre invité récurrent d'Accès Innovation, Frédéric Bérubé. Aujourd'hui, Émile Veilleux travaille sur le projet Turbopompe de Launch Canada qui vise à fabriquer la première pompe de ce genre au pays. Donc, Émile, bienvenue à cette deuxième apparition au podcast. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, là, j'ai mentionné rapidement un peu le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, puis le monde va sûrement avoir pu le déduire du titre. Mais on voit assez bien la similitude entre ça et ta dernière apparition au podcast pour ceux qui sont des écouteurs attentifs. Donc, moi, je me demandais, mettons qu'on regarde là, aujourd'hui, Launch Canada, Turbopompe, puis on regarde avec Ignitus 2, avec le moteur de fusée. C'est quoi un peu le fil conducteur entre les deux? Y a-tu quelque chose d'évident ou d'intéressant qui t'a mené d'un à l'autre ou vraiment aucun lien, puis c'est juste ton pur intérêt là-dedans qui t'a fait le transfert? Je dirais que c'est vraiment le fait que c'est mon intérêt principalement. Puis étant donné que ce projet-là, de près et de loin un peu à la fois, c'est lié au monde des fusées au Canada. Donc là, c'était un moteur de fusée hybride. Euh, c'est plus quelque chose de nouveau au Canada, étant donné qu'il y a d'autres équipes qui s'affairent avec leur propre concept de leur côté. Mais ça fait que j'étais en contact avec un certain Adam Champur, qui est en fait le président et fondateur de Launch Canada. Puis c'est ça, là, à la fin de l'été dernier, si je me souviens bien, il m'a juste mentionné si jamais tu es intéressé, on fait le kick-off de l'année 2 du projet de Turbopompe. Et là, moi, j'ai dit, je viens de finir un projet qui m'a épuisé. Pourquoi pas en rejoindre un autre? Mm-hmm. Pourquoi pas se retirer dans le pied? Ben c'est ça. Là, on le voit comme se tirer dans le pied peut-être quand t'es un petit peu avant, peut-être quand t'es dans le feu d'action, mais peut-être à la fin, ça doit être satisfaisant là, de voir les Ouais, fruits de ça, de voir le ça, gâteau fondre du moteur d'Ignitus, excuse. oui, en effet, mais ça m'avait pas pris de temps que ça me manquait d'avoir ce genre de projet-là à faire. Après, je pense, 5-6 mois à avoir pas d'autres projets que mon projet de maîtrise, je me suis dit, ah ouais, c'est le temps de recommencer. Mais c'est drôle, j'en parlais avec un de mes collègues récemment, un peu que j'allais enregistrer un épisode avec toi, alors en lien avec le turbopompe et tout, la personne a eu un scoop. Puis il m'a demandé, t'es comment, il est-tu avec la NASA? Tu sais, je veux dire, je pense pas, mais tu sais, je me demandais un peu, Launch Canada, c'est quoi comme entité, avant un peu de commencer puis d'embarquer dans le détail? Ça fait-tu des sous-contrats à des organisations peut-être un peu plus grosses ou pas? Ou c'est-tu un truc vraiment indépendant, relié à l'éducation purement? C'est une organisation à but non lucratif. En fait, donc c'est ça, quand Adam a fondé ça, lui, c'était dans l'idée de dire, on est vraiment bon au Canada dans les compétitions de fusées étudiantes. On se démarque des universités américaines, entre autres, qui ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de support technique au niveau de l'industrie. Puis au Canada, on faisait pas juste leur arrivée à la cheville, on était meilleur qu'eux sur plusieurs aspects. Donc là, puis je veux dire, c'était vrai avec l'Université McGill, ETS, Polytechnique, on pense aussi à Waterloo, puis d'autres universités là, qui ont commencé aussi à être vraiment actives là, sur le plan des fusées, entre autres. Alors, Adam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, on va faire notre propre compétition. Puis c'est comme ça que c'est commencé Launch Canada. C'est comme uniquement comme une organisation qui allait organiser des compétitions de lancement de fusées étudiantes au Canada. OK. Est-ce que là, là, pour les auditeurs, tu m'avais envoyé un fichier qui décrit un petit peu les grandes lignes de tout ça, puis quand même assez détaillé, fait que j'étais un petit peu au courant de tout ça, mais dans ce document-là, j'ai appris de la LR-101, donc une fusée qui est je pense, un vrai moteur de fusée, la LR-101, mais là, conçu par des étudiants. Fait que de ce que je comprends, c'était dans le cadre de Launch Canada. Fait que ça, c'était-tu dans le cadre d'une compétition? Alors, pour continuer dans l'espèce d'objectif là, de former les futurs ingénieurs en aérospatial au Canada, il y a eu ce qu'ils ont appelé le projet du LR-101.
Donc, un peu le contexte ici, le R101, c'était un moteur vernier, donc un moteur de contrôle de, je dirais, là, de roulis, entre autres, là, roulis tangage, etc., pour les missiles Atlas, qui étaient aussi des lanceurs qui ont été utilisés par la NASA là, au tout début de la course à l'espace. Donc, c'est un moteur assez petit, relativement simple. Je pense que c'est quelque chose comme 1000 livres de poussée dans ces eaux-là. Donc, le projet, en fait, c'était de prendre un moteur qui existe déjà puis qui est assez bien connu, là. Si tu as des bons contacts, tu peux même t'en acheter un. Ah, C'est wow! pas donné, là, mais ça Combien? se fait. Combien? J'ai pas eu le chiffre exact, mais je sais qu'à Edem, il y en a au moins 2, quelque chose comme ça. Lui, il a des contacts. C'est ça Ouais, l'affaire. ça, maintenant, on va y revenir, mais oui, il y a des très bons OK. contacts. OK, c'est bon. Puis, donc, en fait, le but c'était de ce projet-là, c'était aussi de former les étudiants à la sécurité liée au genre de tests que ça représente, là. Donc, manipulation, entre autres, d'oxygène liquide en présence de carburant. Puis, un carburant pour l'oxygène liquide, c'est à peu près tout ce que tu peux trouver, incluant ton propre corps. Donc, c'était tout cet aspect-là sécuritaire aussi, puis opérationnel. Donc, ça, c'était le projet LR101, puis ça a vraiment bien fonctionné. J'y ai pas participé, mais j'ai eu écho là, que ça s'était vraiment bien passé. Fait que là, on voit, OK, donc on voit, OK, le projet LR101, donc ça, c'est un petit peu le contexte, un petit peu le background et tout ça, c'est avant que tu arrives. Et là, relié à ça, on peut rentrer là-dedans de ce que j'ai compris, donc les moteurs Regenerative Cooling. Est-ce que les LR101 ont des moteurs Regenerative Cooling? Ben, je pense que Oui, c'est un peu de ça qu'on va parler. OK. ouais. Donc là, Ah, vas-y, vas-y. ouais. Ben, je peux l'introduire Ouais, un peu le concept là, du regen cooling. Regen. En fait, ça c'est pour les cool kids qu'on le Ouais, dit. ouais, c'est ça. Ouais. J'avais. Ouais, ça se dit mieux. Ouais. Regen Cooling. OK. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser une partie du carburant qui va être injecté dans le moteur pour refroidir le moteur lui-même. Donc, en fait, on fait circuler le carburant dans la forme là, du moteur, là, la tuyère, la fameuse forme conique d'un moteur de fusée. Ça va réchauffer le carburant énormément. Souvent, ça va même le changer de phase. Des fois, il va passer en sonde gazeuse. Mais en faisant ça, on absorbe beaucoup d'énergie. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche le moteur de fondre lui-même. Parce que on c'est quoi? Parce qu'on absorbe de l'énergie. Je comprends, j'ai de la misère à Ouais. comprendre. Donc, OK. OK, OK. Moteur de fusée, on parle de mélanger des réactifs pour avoir une réaction chimique qui est idéalement la plus parfaite possible, donc bien équilibrée. Euh, Ça permet de produire énormément de chaleur. Cette chaleur-là, par cette fameuse forme qu'est une tuyère, ben, on peut récupérer énormément de son énergie ainsi que celle de la pression pour faire de la poussée. Le problème, c'est que les chaleurs dont on parle ben, sont assez élevées pour faire fondre beaucoup de métaux OK. ou si c'est pas les faire fondre, leur faire perdre beaucoup de leurs propriétés mécaniques. Donc, ça prend un moyen, en fait, de soit mitiger cette autodestruction-là, ou puis un de ces moyens-là, en fait, ça va être de refroidir, là, un peu comme avec un échangeur de chaleur. On fait passer un fluide qui est plus froid, puis la chaleur va passer du milieu qui est très chaud, donc l'intérieur du moteur, au milieu qui est le plus froid, notre fluide. Puis le fluide, lui, il va passer en absorbant cette énergie-là. OK. Puis là, il va aller apporter ça où? Ben, il va l'apporter avec lui-même. Puis en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça augmente donc sa température. Dans certains cas, on le fait pour faire un changement de phase. Donc, on veut faire bouillir carrément, vaporiser le carburant. Puis ce carburant-là, une fois qu'il est passé à travers le moteur, ben, il est directement envoyé à la tête d'injection. Puis c'est là qu'il va être envoyé dans la chambre de combustion. Fait qu'on l'a préchauffé, si on veut. Qui fait quand même une utilité à ça. Il y a quand même un recyclage de l'énergie Ouais. de ce principe-là. Fait que là, puis là, comment on va de ça au turbopompe? Parce que le turbopompe, c'est comme une toute autre affaire. Ben, pas une toute autre affaire, mais j'ai l'impression que, de ce que j'ai cru comprendre, on vient exploiter, donc, on vient essayer d'être plus efficient sur la masse, de ce que j'ai compris. Donc, on se dit, OK, on veut des moteurs qui sont peut-être un petit peu moins pesants, un petit peu moins robustes. Donc, on veut pressuriser. J'ai-tu bien compris? Puis là, c'est pour ça que je me rappelle plus le lien avec les moteurs Regen Cooling. Je me dis, je savais qu'il faut Ouais, il y a un pressuriser lien. le carburant. OK, il faut pressuriser le carburant
dans la fusée. Ça se passe dans les réservoirs, dans la fusée et non au sol. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir du gaz déjà, de l'essence, mettons, carburant déjà pressurisé, excusez-moi, au moment du lancement. Ouais, exactement. Donc, je vais revenir un peu sur mon explication là, Ouais, vas-y. que Excuse-moi. j'avais faite. Ouais. Donc, ouais, un problème des fusées, en fait, c'est dans leur nature elle-même, c'est que c'est majoritairement du carburant. Au décollage, je pense que c'est au-dessus de 90% de la masse totale, c'est juste le carburant qui va être brûlé. Ça C'est fait que, énorme. en réalité, ouais, c'est énorme. Donc, ce qu'on voit dans une fusée, ben, en fait, c'est les réservoirs, là. C'est la majorité de la structure, c'est juste les réservoirs. Ben oui, c'est pour ça que Euh, c'est tout le temps étonnant de voir les petites navettes, excuse-moi de t'interrompre, on voit tout le temps les petites mini-navettes avec les gens, les astronautes qui sont tous vraiment écrasés là-dedans, puis là, finalement, c'est comme difficile à comprendre au début pourquoi quelque chose d'aussi large, finalement, c'est autant contraignant sur l'espace, mais c'est que c'est vraiment tout le carburant, finalement, qui est entreposé là. exactement, les astronautes, au bout de leur tour, qui est juste, en fait, une énorme bombe, euh, c'est une bonne représentation, là. Si quelqu'un a déjà vu le fameux Lego de Saturn V avec les petits bonhommes Lego minuscules à côté, là, tu fais « Oh, wow, OK, l'échelle est Ouais. c'est énorme. » Il est à l'échelle, hein, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça qui est vraiment cool. Ah, c'est hot. Ouais, je vais essayer de mettre une image de ça. Je l'ai vu une fois en vrai chez un de mes amis, puis c'est vrai que c'est hot. En tout cas. Donc, pour faire fonctionner le moteur de fusée, bref, retournons au Ouais. moteur, parce qu'on va voir le lien entre les moteurs et les réservoirs. Pour faire fonctionner les moteurs, j'avais mentionné que pour avoir notre super réaction chimique, on veut de la chaleur, mais aussi de la pression. Puis cette pression-là, elle n'arrive pas de nulle part. Donc, ça vient de la source du carburant, donc dans les réservoirs. Euh, le problème, c'est que si tu veux avoir plus de pression dans tes réservoirs, ça veut dire que tu les soumets à une force beaucoup plus grande que s'il y avait presque pas ou pas de pression. Euh, Plus de force, ça veut dire que tu dois renforcer toute ta structure. Et comme 90% de ta fusée, c'est les réservoirs, si tu dois ajouter 5 mm d'épaisseur à ton réservoir, ça représente énormément de masse. Puis là, ça fait le fameux problème là, de plus je suis lourd, plus j'ai besoin de masse de carburant, plus que c'est lourd, puis c'est la fameuse boucle Une boucle sans fin. sans fin, ouais, c'est ça, comme Exactement. la poule ou l'œuf, là. C'est lourd comment à peu près une fusée? Mettons, juste une fusée Atlas, t'as-tu une idée ou Oh je peux boy, vérifier? tout dépend. Là. Je pense que tu pourrais regarder. On peut regarder vite vite pour aller voir les fun facts. Là. Sinon, même, on peut aller voir plus récemment, il y a la fameuse fusée Artemis, là, en fait, le Space Launch System, euh, qui donne une idée là, de ces véhicules très massifs. Je sais pas si on a je sais pas si tu l'as d'ouvert pas loin, là, Ouais, gars, ben j'ai trouvé, mettons, j'ai checké Atlas 5 pour le fun, là, Ouais, pendant que tu parlais, puis là, ils disent la masse, gross mass, faut que j'imagine, donc la masse brute, ça se traduirait, fait que j'imagine ça inclut le carburant, ben, le propellant, fait que 47 000 kilos. Fait que c'est assez lourd, puis le 90% de ça, c'est... ah ben là, non, aussi, ok, le propellant mass, ça, c'est 42 600 kilos. Fait que je me demande, c'est souvent inclus dans le gross ouais, mass. d'habitude, c'est dans le gross mass. Fait que c'est Puis, énorme, là, tu ouais, sais. c'est non négligeable. Là. Tu sais, les ordres de grandeur, ça va tout le temps être autour de ça, de 90-95% de la masse. Plus proche de 95, si je me souviens bien, c'est ton carburant. Euh, Ouais, c'est ça que tu disais, ouais. Fait que le carburant et les réservoirs. ouais, ouais. C'est ça, Donc, c'est énorme, là. Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu donc ma question. en fait, là, on y est à notre turbopompe. Ouais. Les turbopompes, c'est la solution pour avoir une très bonne pression dans les moteurs, mais garder une pression très faible dans les réservoirs. Donc, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on utilise carrément une pompe pour prendre le carburant, les comburants en fait qui sont à une température, pas une température, mais une pression faible, puis on va leur donner beaucoup d'énergie pour leur faire prendre une pression très élevée avec cette machine qui est une turbopompe. Puis là, c'est ça qui est fascinant, c'est que là, tu viens un peu tu t'enlèves ben, du volume, j'imagine, parce que c'est pas. Ah non, si c'est pas pressurisé au début, ça prend plus de volume, mais je sais qu'aussi que ça. Bon, c'est moins pressurisé, donc il y a moins de problèmes d'étanchéité puis de réservoir puis tout ça, là, quand on dit on amincit les réservoirs à cause de ça, mais y a-t-il une question de volume aussi qui change en pressurisant le Euh, climat?
Honnêtement, j'ai pas la réponse exacte. Généralement, les carburants utilisés sont sous la forme liquide, donc mettons, l'oxygène est déjà liquéfié, donc parce que sinon, ça se transporte très mal. Puis quand c'est du méthane aussi, on va l'utiliser sous sa forme liquide ou même du RP1, là, qui est comme un genre de kérosène là, à fusée. Puis c'est pas mal tout sous la forme liquide. Donc, on va pas vraiment faire de très gros gains au niveau du volume. OK. Donc là, la turbo. OK, bon, c'est bon. Fait que là, bon, turbopompe. Fait que là, on comprend un peu enfin c'est quoi finalement une turbopompe pour eux qui écoutaient, puis qui, contrairement à moi, n'avaient pas lu ton beau petit, la belle petite description que tu m'avais envoyée. Fait que là, on vient pressuriser le carburant, pendant qu'on est en vol, finalement, directement dans la fusée à la place de le faire au sol. C'est carrément ça, finalement. Mais c'est que c'est Ouais. une pompe. OK. Puis c'est que c'est une pompe qui demande énormément de puissance. De ce que tu m'avais envoyé, on parlait de. Tu m'avais dit 12 millions d'HP. Puis c'est le même poids qu'un moteur V8. Fait que la transmission de l'efficacité est assez incroyable. Là. Ben là, l'efficacité, bon, je me prononcerai pas sur l'efficacité en fait parce que je le sais pas. Mais vraiment, le pouvoir brut est assez incroyable. Puis aussi des vitesses de rotation, tu me parlais qui étaient assez grandes. Mais aussi, c'est ça qui me surprenait. Tu m'avais parlé des vitesses de rotation, je m'en rappelle plus. C'était quoi, c'était 36 000 RPM, c'était ça? Ouais, je pense que c'est dans ce coin-là pour Ça doit être ça. ces pompes-là en question là, dont tu donnais quelques chiffres. Là. Je pense que c'est Ouais, dans puis ces eaux-là. Là. mais une puissance aussi qui est énorme. Donc, d'habitude, quand on parle, écoute, de ce que j'ai compris, de ce que je retiens de ce que j'avais appris d'un cours de transmission de puissance, quand tu as un moteur ou quand tu as un élément qui tourne vite, souvent tu perds de la puissance. Puis quand tu as beaucoup de puissance, ben, ça va comme moins vite. Là. Les deux sont comme un peu inverses. Je sais pas si peut-être je le vois de la mauvaise façon, mais là, on dirait que dans ce cas-là, c'est pas vraiment ça. Les deux sont énormes. Là. J'aurais comme imaginé l'inverse. Ouais, je comprends. En fait, je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui, pour une puissance donnée, si tu augmentes la vitesse de rotation, généralement, tu ne seras pas capable de maintenir cette puissance-là. Bon, une manière de voir la puissance, c'est justement le torque RPM, là, donc une vitesse puis une force. Euh, mais oui, mais si pour un système donné qui a un point d'opération, comme mettons ton moteur de char, ben la puissance qu'il te donne au concessionnaire, il dit ah oui, celle-là c'est un bon 150 HP. Généralement, il te le donne à 6000 RPM. Parce que ben tu vas pas donner le chiffre à 2000 RPM qui est un peu plus poche. Euh, donc oui, il y a bel et bien un lien là, RPM, puissance. Puis oui, plus ça tourne vite, plus il y a de problèmes, plus que ça demande d'énergie. Ouais, puis plus ça demande des problèmes de dynamique et tout ça, puis on entrera dans cette liste-là de défis reliés à ça. Mais bon, un peu avant d'aller là-dedans, moi je me demandais, bon, donc comment on fait pour atteindre ces chiffres-là incroyables? C'est quoi un peu qu'est-ce qui fait rouler ça? Comment on fait pour atteindre ces performances-là incroyables? Euh, En fait, comment se prononcer là-dessus? Comment on fait? C'est le besoin de le faire qui fait qu'on y est arrivé. OK. Euh, Il y a un lien entre la vitesse de rotation de la pompe puis sa masse. Donc, plus, plus on fait tourner vite notre turbo-machine ici, plus on est capable d'avoir des vitesses spécifiques qui sont en fait des mesures là, dans les turbomachines qui sont élevées. Donc, en fait, on peut réduire le facteur de forme. Si ça tournait vraiment plus lentement, on peut penser à des barrages hydroélectriques, par exemple, où les écoulements sont plus lents, mais c'est quand même des énormes débits et des puissances incroyables. Mais ça tourne moins vite, mais la machine est gigantesque. Ouais. Donc, pour aller chercher cette puissance-là, ben, il faut qu'on tourne plus vite, mais on veut aller tourner, on tourne plus vite principalement là, pour aller réduire la masse de la machine. Ouais, c'est ça. OK. OK. Puis là, justement, fait que là, comment est-ce que puis peut-être que tu peux pas en parler. Puis là, je sais aussi que le modèle que vous construisez, peut-être que je me trompe, mais j'ai compris que c'est un modèle peut-être à un petit peu plus petite échelle, justement pour un peu économiser. Je sais pas, c'est-tu bien ça? J'ai-tu bien compris? En fait, ce qu'on essaie de faire, on va revenir à notre fameux OK, moteur ouais. à l'air 101, Ouais. c'est on a un moteur à l'air 101 qui fonctionne. À la place de le faire fonctionner avec la pression dans des réservoirs au sol, ben là, on dit on va faire une démonstration qu'on est capable de le faire avec une turbopompe. Euh, L'affaire, c'est que le LR101, comme j'ai dit plus tôt, c'est un tout petit moteur, tu sais, c'est pas un moteur principal. Là. Ça sert juste à faire des corrections puis à assister
aux manœuvres. Donc, faire des pompes de cette taille-là, ça a son lot de difficultés. Donc, c'est pleine échelle, mais pour un très, très petit moteur. C'est là les défis, là, c'est vraiment dans le fait que ce soit petit qui vient ajouter toutes sortes de défis. Puis c'est très fortement lié à l'efficacité, en fait, qui faiblit très grandement pour plusieurs raisons. Ouais, puis OK, puis là, ouais, c'est ça. J'ai hâte, c'est ça, d'embarquer dans les défis. Puis tu sais, j'avais une question spécifiquement par rapport aux tolérances, par rapport à ça, que j'ai hâte de te demander. Mais peut-être avant ça, tu sais, comment. C'est quoi qu'on vient faire exactement? Fait que c'est juste une pompe qui va très vite. C'est-tu juste ça, tu sais, au final? Comment Ouais, ça marche? C'est quoi le secret derrière ça? La source ouais. secrète? Ben, je peux aller avec toute l'explication derrière. C'est quoi la turbopompe Ouais. elle-même, là? C'est quoi qui Ouais. rentre, c'est quoi qui sort, puis comment ça marche en gros. Euh, donc, en fait, c'est dans la fameuse famille des turbomachines, où j'en avais même parlé un peu en introduisant les barrages hydroélectriques. Ce qu'on vient faire, c'est soit faire un travail sur un fluide, donc un travail de l'énergie, on vient prendre de l'énergie ou de la puissance, là, on peut le voir comme ça. Donc, soit on vient travailler sur le fluide ou on utilise le fluide pour nous fournir un travail mécanique. Ça marche dans les deux sens. Quand on prend de l'énergie du fluide pour l'amener à une machine, on va parler de turbines. Donc, les barrages hydroélectriques, ben, c'est des turbines hydrauliques, mais on peut aussi parler de plein d'autres turbines, comme par exemple dans pas mal toutes les centrales électriques du monde. Ben, à la fin, le cycle, c'est qu'on fait chauffer un gaz, puis on le détend dans une turbine. Puis c'est la turbine qui fait tourner un arbre, puis qui fait tourner un alternateur. Fait que ça, c'est la partie Ouais. je prends de l'énergie. Même des. Tu sais, c'est comme une. C'est un peu un mythe, là, que, tu sais, mettons, en titre d'exemple, dans les Simpsons, tu sais, les grosses tours qu'on peut voir dans la station nucléaire où Homer il travaille, tu sais, les centrales nucléaires à fission. On peut souvent imaginer que, bon, on a un carburant nucléaire, on peut s'imaginer qu'on fait des. Ben, finalement, c'est un peu ça, je pense, des explosions contrôlées, mais finalement, tout ça, c'est juste pour chauffer de l'eau, faire de la vapeur, pour faire tourner une turbine, puis ce qu'on peut voir dans les cheminées des Simpsons, c'est juste de la vapeur d'eau, finalement, là. C'est un peu comme... on peut s'imaginer que c'est juste un produit chimique dégueulasse qui est envoyé dans l'air, là, mais c'est juste de la vapeur d'eau, tu sais, parce que c'est juste une turbine qui fait rouler tout ça, finalement, là. Le Ouais, principe simple d'une turbine, là, qui est comme partout, là, fait que ouais, ouais, c'est toujours trouvé ça, exactement ça. toujours trouvé ça intéressant, ouais. Fait que, OK, fait que là, bon, on comprend le mot maintenant turbo dans le Ouais, mot turbopompe. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a le mot pompe, il rentre comme un petit peu en ligne de compte aussi, là. Fait que, je sais pas si exactement. peut-être c'est là que tu t'en allais aussi, je sais Ouais, pas. on est rendu exactement là. OK. Euh, donc, la partie pompe, qu'on peut aussi connaître sous le nom d'un compresseur. Souvent, quand on parle de gaz, on va parler d'un compresseur. Euh, on fait l'inverse de la turbine. Donc, à la place de prendre de l'énergie qui était dans le fluide et la mettre dans notre machine, on fait travailler notre machine pour donner plus d'énergie à un fluide. Euh, ça peut être uniquement pour avoir du débit, ou dans notre cas, on veut vraiment aller chercher beaucoup, beaucoup de pression. Euh, les deux s'échangent. Vitesse d'écoulement, pression, il suffit de jouer un peu avec nos géométries, puis on peut aller chercher une ou l'autre de ces caractéristiques-là. Mais ouais, ça revient au principe de comprimer un fluide. Avec c'est ça, une énergie. OK. Ouais. Fait que là, y a-tu un échange? Il y a un échange entre les deux. De ce que je me rappelais de ta description, donc on utilise la turbine pour faire rouler la pompe, ce qui peut peut-être avoir l'air un peu contradictoire, là. Puis c'est Oui, quoi? il y C'est a quoi? une mécanique, un échange assez particulier. Je dirais que ça devient extrêmement compliqué quand on essaie de parler OK. du démarrage d'une turbopompe, parce que là, il faut utiliser toutes sortes de méthodes particulières pour lancer, si on veut, tout le processus. Mais en fait, c'est à place de prendre tout le carburant et le comburant, donc l'oxygène, qu'on pompe puis qu'on envoie vers le moteur, on va en dévier une petite partie, euh, vraiment minime là, comparé au flot principal. Puis on va on va envoyer ces petites parties de carburant-comburant-là dans un mini moteur de fusée. On va souvent les brûler dans une réaction qui est vraiment pas équilibrée. Fait que la performance est pas bonne,
mais au moins la chaleur est beaucoup moins élevée, donc on n'a pas à gérer tous les problèmes liés à ça. Puis cette réaction-là, donc, comme dans le moteur de fusée, produit des gaz très chauds, moins chauds que dans le moteur, à bonne pression. Puis c'est là qu'on va utiliser la turbine pour détendre ces gaz-là, donc prendre leur énergie. Puis la turbine, elle, est sur le même arbre de transmission que la pompe. Bon, je dis le même arbre, ça se peut qu'il y ait un jeu d'engrenage, mais bon. Bref, mécaniquement, ces deux composantes-là sont connectées. Donc la turbine, elle reprend de l'énergie de notre mini-moteur de fusée. Puis c'est elle qui fait tourner la pompe, qui elle-même pressurise tout le carburant qui va passer vers les moteurs. OK, puis c'est-tu la même. Fait que c'est pas exactement le même carburant donc qui est utilisé pour injecter le mini-moteur. On fait juste utiliser ce système d'appoint-là pour pour alimenter notre turbopompe. Mais finalement, tout ça sert à pressuriser donc le carburant principal, les moteurs principaux, mettons, d'une fusée. Ouais. Dans Le certains système. cas, Ouais. certains cas, tu vas réutiliser le gaz, l'échappement, si on veut, de notre turbine. Ça, c'est dans ce qu'on appelle les cycles de turbopompe ou les configurations. Ça devient rapidement assez compliqué. Des fois, si on s'intéresse à ça, là, on entend parler les Raptors qui sont sur le Starship, là, l'énorme fusée de SpaceX, Ouais. qui va peut-être être même testé dans les prochains jours. Mais là, ça va être passé peut-être quand ça Ouais, va je suis désolé. sortir, le podcast. Ouais, Mais ouais. bon. Fait que là, ça veut dire que les gens qui écoutent ça là, ils pourront reculer dans le temps. Ben là, c'est peut-être Ouais. quelques mois, je m'excuse, mais ça, c'est peut-être quelques mois en arrière et aller voir finalement qu'est-ce qui a été de ce lancement-là. Vous aurez la réponse finalement. Ouais, donc c'est ça, les Raptors, eux, ce qui sont particuliers, c'est qu'ils utilisent ce qu'ils appellent un Full Flow Stage Combustion, qui est un assez compliqué système, mais qui permet d'aller chercher des vraiment bonnes efficacités. Je rentrerai même pas dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est juste pour dire que dans certains cas, tu peux juste dire, ben, l'exhaust, les gaz qui sont passés dans la turbine puis qui ont plus tant d'énergie, on fait juste les faire sortir de la fusée. Euh, beaucoup de moteurs qui font ça encore parce que c'est plus simple. Puis en même temps, ben, c'est ça, il y a une certaine efficacité reliée à ça, j'imagine. Ah, ben c'est vraiment intéressant. OK, fait que là, c'est génial. Fait que là, on commence à comprendre un peu de quoi il s'agit. On comprend le mot turbo et le mot pompe dans turbopompe. C'est un petit peu moins compliqué que moi, j'imaginais la première fois que. Ben, quand tu m'en as parlé au début, je m'attendais vraiment à quelque chose de. Tu sais, de très complexe ou de turbopompe. Moi, je pensais, c'est un peu câble, mais moi, je m'imaginais, bon, une pompe qui va juste vraiment bien. Là. Puis, tu sais, ben, c'est un petit peu le cas en même temps, mais finalement, c'est juste le mélange d'une turbine et une pompe. Finalement, on dirait que ce qui est plus compliqué dans tout ça à comprendre, c'est comme tout le contexte derrière, tu sais, tout l'historique un petit peu de ça et un peu se familiariser avec tous ces termes-là, tu sais, les carburants. Bon, là, on a fait l'épisode ensemble, ça fait, je pense, 2 ans, là, sur votre projet, fait que peut-être, bon, j'ai une petite compréhension de quoi il s'agit, mais bon, regen cooling, tout ça. Toi, dans le fond, quand t'es arrivé là-dedans, en plus, t'avais justement déjà ce bagage-là, fait que j'imagine que par rapport à d'autres, peut-être t'avais peut-être un petit avantage. Tu trouves-tu? Tu considères ça ou vraiment est-ce que c'était à quel point que le monde était Euh, compréhensif de ça ou pas? euh, je dirais que ceux qui rejoignaient le projet avaient déjà un intérêt particulier, si je puis me permettre. Donc, je pense que tout le monde a un certain background, mais ce background-là va varier. Puis, c'est un projet qui est là pour apprendre, même si tu n'as jamais fait ça. C'est sûr qu'au début, si tu n'as aucune idée de comment ça marche un moteur de fusée, ça va peut-être va falloir que tu lises un peu par toi-même là, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les réunions. Mais je dirais que les gens en général là, qui ont rejoint l'équipe ils sont assez au courant de ces choses-là. Puis même si c'est pas le cas, ben je pense que c'est le meilleur environnement pour l'apprendre. Ouais, c'est clair, ben oui. Puis tu sais, là, ce qui est intéressant là-dedans que tu m'avais mentionné, c'est que c'est la première au Canada, Turbopompe. Donc là, automatiquement, moi, je me demande pourquoi il n'y en a pas eu avant. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est la première? Avec cette équipe-là, bon, c'est vraiment hot, c'est bon, organisme à but non lucratif. Je vois un peu le côté éducatif là-dedans, le côté compétition, relié un peu aux universités et tout ça, mais pourquoi il n'y en a pas eu d'autres avant? C'est-tu le manque de motivation, le manque de budget? On peut s'imaginer, bon, le Canada n'a pas vraiment fait partie tant que ça de la course vers l'espace, mais dans les dernières années, quand même, avec certaines initiatives, bon, comme le bras canadien, puis toutes sortes de patentes.
Mais concrètement, le développement de la turbopompe, pourquoi c'est la première au Canada? C'est si difficile que ça à faire? Ben, tu as mis le doigt sur quelques-uns des points. Euh, donc, en effet, on pas vraiment de participation à la course à l'espace en tant que telle. Donc, on n'a jamais vraiment dit, ben, il faut qu'on développe ces connaissances-là. Euh, il se trouve que malgré que oui, le concept lui-même de la machine, qui est une turbine connectée à une pompe qui tourne très vite, euh, reste que c'est extrêmement complexe à fabriquer parce que l'environnement d'opération est terrible, en fait. Puis, il n'y a pas eu de turbopompe au Canada encore. Euh, Premièrement, parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Tu fais une turbopompe quand tu as un lanceur orbital, une fusée, dont tu veux, puis tu veux une fusée qui est capable de performer comme ses contemporaines. Ça t'en prend une turbopompe. Mais t'as dit environnement pas très optimal. C'est ça? Tu parlais-tu des conditions environnementales au Québec ou au Canada Non, ou? je parlais plus des conditions que la turbopompe va vivre en opération. OK, à cause que Euh, c'est dans l'espace, dans le fond, ou à cause que ça brasse, ça vide et tout ça? c'est un mélange de beaucoup de choses. Puis ça, on va pouvoir en parler. Ouais. Mais en fait, en ce moment, il y a comme quelques compagnies là, qui commencent à poindre au Canada. Entre autres, bon, il y a Reaction Dynamics, pas très loin, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, il y a Nord Space aussi qui commence à prendre plus la place publiquement, qui sont deux compagnies qui veulent faire des fusées canadiennes. Ces compagnies-là, ils n'ont pas annoncé nécessairement ouvertement qu'ils faisaient des turbopompes, mais on se doute bien que s'ils veulent aller chercher euh, dans des contrats dans le domaine des très gros ou plus gros lanceurs, ça prend une turbopompe. Pour des plus OK, petites tout. fusées, c'est encore faisable sans OK. turbopompe, mais Ouais, euh, c'est ça. ouais. Ah, excuse-moi. Excuse, je l'ai pas Ben, t'interrompre. en fait, j'essaie de penser à comment je continuais. Mais Mais OK, ben, regarde, d'abord, c'est correct, gars, je vais t'aider parce que j'allais justement juste apporter que justement, donc je commence à comprendre. Au début, c'était pas la vision que j'avais, mais là, je commence à comprendre, c'est ça, toutes les fusées. Je veux pas dire qu'ils se respectent, là, ça n'a pas de sens de dire ça, mais tu sais, les grosses fusées modernes, bon, on pense à Space 2.0 et tout ça, les lancements bon, avec SpaceX et tout ça, c'est comme du standard quasiment une turbopompe là-dedans. C'est-tu un peu ça que tu voulais dire? ouais, ouais. Pour atteindre les efficacités, puis pour réduire les coûts, tout revient au Ouais. coût puis à l'efficacité au final là, dans la vie. Euh, ben, ça prend ce genre de machinerie-là. Puis, ben, l'autre raison pour laquelle il n'y en a pas eu encore au Canada, c'est qu'il n'y a personne qui a l'expertise pour les faire. Ouais, 12 millions d'HP, tu sais, je veux dire, c'est pas. Ça prend clairement comme quelqu'un qui s'assoit. Je sais pas. Faut que tu t'assoies 2 secondes, là, puis tu penses à ton affaire, là, j'ose imaginer. Là. Ouais. Fait que. Puis là, OK, fait que là, c'est ça. Bon, il y a plusieurs défis reliés à ça, mais avant ça, peut-être pour nous aider un peu à mettre un peu un contexte là-dessus, toi, c'est quoi tes rôles spécifiques dans ce projet-là? Toi, tu touches à quoi? Bon, moi, je le sais, là, mais je vais te laisser peut-être partager à l'audience. Ouais. Euh, Moi, je fais partie en réalité de deux sous-équipes, mais principalement, je suis responsable de la partie étanchéité et flow auxiliaire, si je peux dire ça. En anglais, on appelle ça les seals and secondary flows. Donc, en fait, c'est tout ce qui se touche. Comment on fait pour pas que la pompe fuite de partout? Puis comment on contrôle les fuites internes? Parce que, bon, c'est une machine qui tourne. euh, il y a des fuites à quelque part, c'est sûr. Mais comment on fait pour les contrôler? Puis comment on dirige ces écoulements-là qui sont pas le gros de l'écoulement là, qu'on va voir dans les feuilles de spécification, là, puis ça dit ah wow, c'est je sais pas combien de piscines olympiques par Ouais. seconde. Je sais Aïe, pas aïe. pour des très très gros moteurs comme les moteurs F1, il me semble que c'est dans ces ordres de grandeur-là. Mais c'est de dire comment on gère toutes les fuites internes qui représentent quand même des écoulements non négligeables. Ben Puis oui. aussi, fait que ça, c'est un de mes rôles. En fait, je suis responsable de cette sous-équipe-là. Puis je travaille beaucoup aussi pour ce qu'on appelle tout le design puis l'intégration.
Donc, c'est comment tous les systèmes sont liés à l'intérieur même de la pompe, puis gérer comme nos requis de conception, ce genre de choses-là. Tabarouette, OK, fait que j'ai la personne parfaite à qui poser mes questions. Je pense que c'est ça que je vais en Ouais, tirer ouais. de ça. Tu sais, mais tu sais, l'étanchéité spécifiquement, quand j'ai appris que tu étais responsable un peu de cette équipe-là, c'était quelque chose que tout de suite j'ai pensé parce que moi-même, dans des emplois passés, tu sais, j'ai déjà touché un petit peu à ça. Tu sais, des fois, c'est juste question de rendre ça waterproof. C'est vraiment pas à l'échelle de ce que tu construis, mais comment on fait pour tester la conservation de l'étanchéité quand tu as un système justement qui a autant d'écoulement puis qui a aussi des conditions autant variables? Bon, parce que peut-être que vous ne développez pas nécessairement pour ça maintenant, mais je peux m'imaginer que la turbopompe, ultérieurement, ou peut-être ça fait partie de vos requis de conception ou pas, ben, elle va aller dans l'espace, puis dans l'espace, sa température n'est pas pareille. Donc, si tu as des seals qui sont en caoutchouc, ils réagissent peut-être pas ils réagissent peut-être pas pareil à d'autres températures. Donc, comment faire pour tester tout ça et prendre en compte tout ça? C'est quoi un peu les contraintes que tu as reliées à ça? Ouais. Il y a, je dirais, je pense qu'on je l'ai par comme certains énormes aspects, si on veut, qui sont liés à cette conception-là. Tu l'as mentionné un peu, là, c'est tout ce qui est là, l'environnement d'opération de ton seal, de ton joint d'étanchéité. Je pense que seal, ça se dit mieux, là, je sais Ouais. pas quelle Mais joint terminologie d'étanchéité, qu'on emploie. mais, mais joint d'étanchéité, tu fais bien de le mentionner parce que j'avais oublié le Oui, parfait terme. C'est ça qu'il faut dire techniquement, mais ouais. en tout cas, je te laisse choisir lui que tu préfères. Donc, d'un côté, il y a l'environnement d'opération. Tu as mentionné la température. Oui, il fait froid dans l'espace, mais pas juste dans l'espace. L'oxygène liquide qui est pompé, il est très froid. Là. On parle dans le coin là, des moins 175, moins 200 Celsius, si je me souviens OK, bien. wow. OK, je t'avais pas pensé à ça. On dirait que l'azote liquide, ça, j'ai ça en tête et ça, je sais que c'est froid, donc j'imagine que c'est par un principe similaire qu'on réussit à le rendre Ouais, liquide, là. Je sais pas. En tout ouais, cas, ben c'est ça. Bref, on le maintient là, à très basse température pour l'avoir sous forme liquide. Ça rend l'oxygène d'autant plus dangereux, étant donné sa concentration très élevée. Mais ouais, donc c'est extrêmement froid. Donc là, on peut penser, tu avais même mentionné les tolérances, puis là, c'est un des endroits où ça vient jouer. Toutes les pièces qui tournent à des vitesses très, très élevées, mais là, soudainement, ils vont vouloir se contracter, ce qui peut entraîner des jeux que tu veux absolument pas avoir pour tout ce qui est en rotation. à Fait cause de qu'il y la a un vitesse. premier défi. À cause de la vitesse élevée, excuse-moi de t'interrompre, tu dis à cause de la vitesse élevée, ça tourne puis ça veut se contracter? Ben, en fait, c'est la faute à l'oxygène. Euh, Supposons qu'on a notre arbre là, qui tourne dans des roulements à billes. Il tourne, dans notre cas, notre vitesse d'opération, c'est autour de 40 000 tours par minute. Euh, mais quand on vient rentrer de l'oxygène là-dedans, notre pompe, qui tournait très bien à température ambiante, euh, va se contracter parce que, bon, c'est une des propriétés des matériaux en général. Quand on les refroidit, ils veulent se contracter. Euh, c'est pas tous les matériaux qui se contractent au même rythme. Donc, si tu as différents alliages dans ta pompe, ils vont pas se contracter de la même manière, ce qui peut engendrer des contraintes internes. Donc, si j'ai une pièce qui veut se contracter, mais qu'il y a une autre pièce qui, elle, est pas rendue à ce niveau de contraction-là, ben, la pièce qui force pour se contracter, ben, elle pourrait s'endommager. Euh, Puis ça fait aussi en sorte que ben, si toutes les pièces se contractent, c'est ça, il y a des jeux qui apparaissent. On peut penser justement à notre roulement à billes. Si la taille des billes change, par exemple, ben il y a du jeu dans notre arbre, puis il peut vibrer beaucoup plus. Puis là, ça a des effets assez problématiques. Donc, l'aspect environnement, comme tu avais mentionné, la température, ça, c'en est un. Parce que ça vient jouer avec tous les joints d'étanchéité aussi. Euh, L'autre aspect, c'est que l'oxygène, c'est terrible en termes de compatibilité avec d'autres matériaux. Tu as mentionné les caoutchoucs qui sont, je veux dire, il y en a dans pas mal toutes les O-rings, les fameux joints toriques. Euh, L'oxygène va brûler au contact du caoutchouc, entrer en combustion spontanée. Hein? Oui, oui, oui. Euh, Quoi? OK, Ça, je c'est. connaissais pas ce Ah, mais défi-là. attends, ça devient. Attends un peu, ça devient encore pire. Euh, L'oxygène peut aussi, si on lui donne assez d'énergie, par exemple, s'il y a un contact
inopiné là, entre deux composantes de la pompe pendant que ça tourne. L'oxygène est capable de brûler du métal aussi. Nice! Hey, ça, c'est Oui, oui, oui. le fun! Tabarouette. Exactement. L'oxygène, c'est sous sa forme liquide, ça devient quelque chose de très, très difficile à gérer. Donc, je dirais que ça, c'est un des premiers défis, tout lié à la Tabarouette. compatibilité des matériaux aussi. Ben oui. Ouais, ça, La c'est comp vraiment Ouais, pas c'est ça. amusant. Mais ouais, mais là, OK, ben, c'est ça, ben là, en partant, je me questionne, je pense que je vous avais posé la même question quand on parlait du Ignitus 2 avec Fred et toi, puis comment on fait pour tester ça puis faire une conception sécuritaire de ça? Tu sais, la première fois que tu l'allumes, je sais pas, là, c'est quoi exactement à quel point c'est un modèle de ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut tester, mais tu dois être stressé, pareil, la première fois que tu allumes ça, tu sais. Je sais pas à quelle vitesse ça tourne au début, sûrement quand il va en étape, mais Ouais, on va aller par étapes, comme tu dis. Probablement que c'est sûr qu'on commence pas tout de suite avec l'oxygène. Bon, c'est sûr, il y a la pompe qui va pomper le carburant lui-même. Dans notre cas, on peut prendre du kérosène comme exemple, c'est un peu plus connu, c'est des propriétés très similaires. Oui, c'est du carburant, c'est relativement dangereux, mais c'est vraiment moins désagréable que de l'oxygène. Donc, on peut commencer par ça. On peut faire aussi des tests avec, comme tu avais mentionné, l'azote liquide ou on va utiliser beaucoup souvent ah ouais, c'est ça, le nitrogen, l'azote liquide. Parce que c'est très très froid, mais c'est beaucoup plus inerte que l'oxygène. Donc, ça va ah pas ouais. vouloir mettre le feu à tout. Hey, ça, c'est fou. Fait que là, mais là, en lien avec, justement avec l'oxygène et la compatibilité des matériaux, juste pour les O-rings en caoutchouc, normalement, avez-vous pas d'O-ring ou des O-rings faits d'un autre matériau qui est correct avec l'oxygène liquide? Il y a certains plastiques qui ont une bonne compatibilité, là. On peut penser, je pense, au Kel F. Je pense que c'est pas mal toutes des marques déposées, Ah là, ouais, mais je ouais. sais que le Viton, si je me souviens bien aussi, ça peut résister. Parce que je veux dire, dans l'industrie comme médicale, par exemple, il y en a de l'oxygène liquide qui est utilisé. Donc oui, ça existe. Fait que c'est des défis, c'est sûr, qui ont, ben, non seulement pour des turbopompes du passé, mais aussi pour d'autres domaines. C'est des défis qui ont déjà été relevés, puis il y a déjà des alternatives pour ça. Oui, donc on sait qu'est-ce qu'on peut mélanger, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme métal ou pas, hem, ou qu'est-ce qu'il faut faire à notre métal pour pas qu'il s'auto-détruise, dès que ça commence. Donc oui, il y a des années et des années d'expérience puis de documentation, mais reste que ça rend la conception beaucoup plus difficile parce que là, tu conçois ta pompe, tu fais des dessins pour que les pièces se fassent fabriquer. Mais il faut que tu fasses ça en sachant que toutes les dimensions que tu as mis seront pas les mêmes en opération parce que l'oxygène va venir rapetisser tes pièces. Puis même si des tout petits changements en termes de dimension, euh, comme on rend ça, c'est que ça va tellement vite, puis c'est tellement fait pour être précis que même ces tout petits changements-là peuvent avoir des conséquences assez graves. Ben oui, totalement. Tu sais, je fais juste m'imaginer des concepts que j'ai faits dans le passé, tu sais, des pièces mécaniques pour eux qui sont peut-être moins dans ce domaine-là. Tu sais, justement, tu fais des plans, une mise en plan, puis il faut constamment que tu penses à toutes les interfaces possibles entre tes différentes pièces, justement, pour penser au jeu, penser à comment tout ça va interagir ensemble. Mais là, en plus d'ajouter le degré de tout ça va changer drastiquement parce qu'on va, ben, peut-être pas drastiquement, mais tout ça va changer lors des énormes changements de température. Je trouve que c'est un défi incroyable. Puis, tu sais, dans le fond, au moment que là, on se parle, dans le fond, j'ai enregistré un épisode la semaine dernière, mais il va être publié probablement à un mois d'intervalle avec une professeure là, qui travaille en électrique. Puis, dans le fond, elle participe au projet Astrolite. Je sais pas si tu connais ça, là, avec la Polytechnique de Montréal, là. Non. Puis dans le fond, c'est un projet dans le fond dans lequel ils ont un objectif de. C'est comme la première unité de recherche vraiment dédiée au développement de technologies, dans le fond, pour la Lune, mais comme objectif final que ces technologies-là développées pour la Lune nous servent sur Terre, dans le fond. En tout cas, c'est une grosse unité de recherche avec plusieurs projets de maîtrise, des doctorats en cours. C'est vraiment, vraiment énorme. Fait que gros focus sur la Lune. Et là, elle me disait qu'elle travaille dans le fond sur un projet de transmission d'énergie par laser à distance. Et Ah là, ouais, ouais. la poussière de la poudre lunaire vient un peu. Tu
changer l'émission du laser puis changer la transmission d'énergie, parce que c'est comme ça bloque. Puis elle disait que la doc là-dessus, il y a juste, mettons, un paper qui a été écrit par la NASA dans les années 60, puis il n'est pas très exhaustif. Là. Il a été scanné là, récemment, mais il n'est pas très exhaustif. Ils ont juste ça comme info. Tandis que vous, mettons, en lien avec la turbopompe, le défi, c'est pas nécessairement le niveau de documentation puis le niveau essayer de trouver quelque chose qui a déjà été fait, c'est carrément de le faire. C'est déjà un défi en soi qui est énorme. J'ai l'impression que je me mets, mettons, à la place d'eux qui ont développé ça la première fois. Ça doit tellement être tough ce que vous faites. Je me mets à la place d'eux qui ont développé ça la première fois. Il y a dû avoir des accidents. Il y a tellement dû avoir de l'essai-erreur. Là. Je sais pas depuis quand c'est développé, là, mais en tout cas. Ouais, c'est un très bon parallèle que tu fais. Tu as mentionné des documents tout scannés un peu tout croche de la NASA. Je Ouais. dirais que c'est dans nos sources principales. Ah, ok. Ok, moi aussi. Ok. Puis oui, c'est de la documentation, mais elle reste vague parce que jusqu'à très très récemment, genre 1 an ou 2, les turbopompes étaient placées sous la protection de ITAR, qui est le règlement de la non-prolifération d'armes de destruction massive aux Ah, États-Unis. ouais. Ouais, Ok, ça, c'était. Les turbopompes rentraient dans cette catégorie-là. Donc, moi, je connais un petit peu ça. Donc, j'imagine que ça faisait en sorte que tu ne pouvais pas nécessairement en acheter ou quand tu en achetais, c'était full contrôlé. Ou sûrement qu'il y avait des checks de sécurité. Fait que c'était pour pas que les gens fassent des armes avec ça, donc des missiles, j'imagine. exactement, parce que oui, on parle de la course à l'espace, mais la course à l'espace, c'était aussi la course aux missiles balistiques intercontinentaux, donc des fusées, mais à la place des astronautes, c'est une bombe. Ouais. Euh, donc oui, ça fait partie de la conception de ce genre de véhicule-là. Donc tous les tout petits aspects liés, que ce soit justement certaines technologies de joints d'étanchéité, c'est protégé. Donc c'était assez réglementé du genre tu n'auras jamais accès, on peut pas l'acheter. OK. De toute façon, je sais pas pourquoi on a racheté ça au Canada, là, parce qu'on Ouais. n'avait pas vraiment grand-chose à faire avec. Mais même quand c'est ITAR, quand tu le développes, c'est en développer une turbopompe au Canada. Donc, Ouais, ça devient ITAR. Tu sais, ça spawn de nulle part, puis poup, c'est ITAR, puis là, t'es dans la ouais, merde. OK. oui, c'est un peu ça, mais ça dépend aussi de l'usage final. C'est assez compliqué, je pense qu'on n'a pas envie de rentrer dans ces OK. Ah, affaires-là, c'est là. clair. Ouais, on n'est pas obligé. Ouais, on est vraiment pas obligé. Mais t'as dit, ce qui est intéressant, c'est que t'as dit que ce n'est plus ITAR. Fait que vous êtes correct. Ouais, puis potentiellement que ça veut dire qu'on va pouvoir travailler un peu plus avec des compagnies qui ont de l'expérience. Parce que, ben, nous, ce qui fait qu'on est capable de faire ce projet-là, c'est le partenariat avec énormément de compagnies. Pas nécessairement des compagnies qui font des turbopompes, mais des compagnies qui sont dans le domaine, si on peut dire ça. OK. Fait que des compagnies canadiennes et américaines et de partout dans le monde, j'imagine. Ouais, si tu veux, Wow. on va pouvoir en discuter. Euh, Il y a peut-être un autre truc que j'ai ajouté sur les joints d'étanchéité. Euh, Oui. bon, on a parlé, OK, environnement d'opération assez difficile, lié à la température, compatibilité des matériaux. Ça, c'est un point. Bon, l'autre aspect qu'on voit un peu moins, c'est que c'est des joints d'étanchéité qui sont dits dynamiques parce que, contrairement aux ring, par exemple, qui sont généralement entre deux surfaces qui ne bougeront pas vraiment dans leur existence, euh, il faut un moyen de sceller des pièces mobiles. Euh, Dans le cas présent, on ne veut pas que le carburant ou, par exemple, le comburant, l'oxygène, trouve son chemin le long de l'arbre de transmission et se rende jusqu'à la turbine où c'est un environnement parfait pour tout faire exploser. Donc, ça prend un moyen de sceller l'interface entre le boîtier lui-même de la pompe Ouais. et l'arbre qui tourne à très très haute vitesse. Qui tourne, ouais, c'est ça, parce que quand on parle d'un scellage, bon, c'est ça, souvent, c'est ça, on en parle souvent depuis tantôt des O-rings, mais tu sais, on peut s'imaginer, bon, ben, tu mets une pièce flexible et tu l'écrases pour que la pièce flexible prenne tout l'espace disponible et qu'elle bloque tout liquide. Mais là, quand tu fais ça, tu dois appliquer une certaine force. Et qui dit appliquer une certaine force veut dire possiblement limiter un mouvement en rotation. J'imagine que c'est un peu ça le Ouais, défi. ouais, 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 c'est exactement ça. Puis, ou en parallèle, si tu sais que ben ça limitera pas la vitesse de rotation,
Je te laisse t'imaginer ce que ça fait de frotter du caoutchouc à très, très haute vitesse ou en fait, pas mal tous les matériaux. Hi! Heu, ça Ben les oui, ça les use à une vitesse incroyable. Puis, ben, si ben c'est de l'ox oui. on s'il est question d'oxygène, ben, là, tu es en train de donner de la chaleur, qui est potentiellement suffisante pour, tout faire sauter encore une fois. Ouais, puis là, en plus de ça, j'imagine, ben là, OK, faire tout ça, j'allais dire en plus de faire tout sauter, mais je vais aller comme à l'envers. Je veux dire, avant de faire tout sauter, tu dois avoir plusieurs petits débris de bouts de viton ou de bouts de caoutchouc, donc qui se ramassent dans ton assemblage puis dans ton système, ça veut dire, tu sais, qui doivent venir Heu, polluer le carburant et tout ça. Je sais pas, t'as-tu vu ouais, ça? prob en s généralement, quand ça commence à aller mal, ça va assez vite que le débris, avant qu'il se rende, la pompe, elle n'existera plus. Hem, oui, pour certains, parce que oui, ça existe des joints d'étanchéité qui font contact avec ces surfaces mobiles-là. Puis oui, ils vont s'user. Par contre, ils s'usent dans le milieu de ces flots secondaires-là. Donc, c'est toutes les fuites autour là, j'en ai pas tant parlé, mais de l'espèce d'hélice, là, j'ai plus le nom en français, ben, Ouais, la carrément pompe la centrifuge, là, OK, OK. ouais, les hélices, là, ce qui donne en Mais fait l'énergie à ton fluide. c'est ce qu'on s'imagine? Là, on parle-tu bien de ce qu'on voit moteur d'avion, là, carrément, toutes les hélices en forme de rond, là, on parle-tu de ça? Peut-être C'est pas. ce même principe-là, dans le fond, c'est des formes aérodynamiques. Dans le cas d'un avion, là, comme dans un turbofan, là, comme on va voir dans des gros avions, ça s'appelle des compresseurs axiaux. Donc, l'écoulement arrive en ligne droite, puis il ressort exactement comme il est rentré en ligne droite. Dans notre cas, on parle plus voyons, ouais, c'est ça, de pompe centrifuge. Dans l'autre Euh, sens. Ça ressemble un peu à un nautile, l'espèce d'animal marin, là. Tu regardes la carapace de cette, euh, De quoi? on va dire, de cet invertébré-là, mais un nautile, Comment ça se Nautile. Si tu regardes une coquille de nautile coupée, ça ressemble à une pompe centrifuge. Ah, OK. Puis c'est un peu ça qu'on fait. Donc, le fluide il rentre par en haut, puis il va ressortir là, sur les côtés dans notre système là, de, 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 de- oui, on va récupérer en fond tout l'écoulement. Mais Fait que autour de cette. OK. Ouais, vas-y. Ah, ben, j'allais juste demander, donc ça veut dire que vous avez pas énormément de joints d'étanchéité qui font contact avec des surfaces mobiles. Vous avez donc des techniques pour sceller autres qu'avec des O-rings pour ces surfaces en mouvement-là, ou sûrement c'est une conception spéciale qui fait que Ouais, c'est donc correct? il y a des joints spéciaux, là, c'est des joints à contact surfacique ou quelque chose comme ça, là, je sais pas comment le traduire exactement, là, mais souvent ça va être des joints qui vont avoir une certaine liberté de mouvement parce qu'on veut pour pas appliquer trop de force, mais quand même épouser la surface qu'on veut sceller. Ça va être des joints souvent faits en graphite, donc un genre de poudre de carbone. Ça fait que ça va s'abîmer avec le temps, mais ça sera pas, ça va être pas trop grave pour la durée de vie normale de la pompe. OK. Puis, mais du graphite, c'est quand même dur, non? Donc, en termes de. Donc, ça fait-tu quand même un bon scellage? C'est pas Oui, facile à sceller? sauf que le contrôle des tolérances devient très, très important encore une Ah, fois. Puis on ben oui. applique, une certaine force, sur notre face. Ça OK. vient avec un paquet de problèmes, même ce genre de scellement-là. Il y a d'autres techniques un peu plus spéciales qui vont juste, hem, on va réduire la distance entre 2 pièces de façon très, très, très grande. Puis là, on va miser tout sur la force visqueuse pour ralentir le fluide. C'est pas des joints d'étanchéité parfaits, mais le but, c'est d'en avoir plein pour réduire le plus possible ces écoulements-là. Puis à la fin, tu arrives avec un joint vraiment plus performant, comme OK. ces joints à surface de contact dont je parlais. Donc, plusieurs niveaux de sécurité, plusieurs degrés de sécurité. Tu sais, comme j'ai dit en joke quand on a commencé l'enregistrement, là, pour bon, les auditeurs, vous le saurez pas, mais j'avais. Émile, Émile, il m'entendait pas, mais c'est parce que j'avais mon micro fermé de un et j'étais sur mute. Fait que c'est comme les deux niveaux de O-ring qui m'empêchent, moi, Ouais, le fluide. C'est vraiment bizarre comme analogie, mais c'est bon, c'est fini. excellent. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, puis là, en plus de ça, tu sais, là, ben là, c'est parce qu'on est un peu dans le thème de la dynamique de rotation, mais
j'imagine qu'il y a quelque chose qui tourne aussi vite à 40 000 RPM. Tu sais, je fais juste penser, mettons, à mon voisin d'en haut quand il fait son séchage, là, sa sécheuse qui tourne, elle doit tourner à... Je sais pas quel RPM elle tourne, là, mais ça, ça doit pas être proche de 1000 RPM. Là. Honnêtement, je sais même pas, mais on s'imagine donc les forces reliées à ça, donc la dynamique de ça, tout doit shaker de partout. Je sais pas comment vous contrôlez ça. Prévoyez-vous ça avec des simulations à l'avance pour essayer de limiter les mouvements reliés à ça ou comment Ouais, ça marche? ça c'est assez intéressant. C'est toutes les dynamiques de rotor. Euh, Ton exemple de sécheuse, excellent, ou de laveuse en fait. Laveuse, c'est Ouais, encore pire. Laveuse, ouais, c'est encore pire. Hey, c'est... une Ouais, t'as raison. laveuse, mettons là, avec un gros bâton de couverte, bien mouillé, juste d'un côté, quand tu es rendu à spin, tu vas le savoir. Ah ouais, Ça vibre comme ça se peut pas, puis on ouais, dirait que c'est vivant, puis ça veut s'en aller. ouais, Euh, ouais, exactement. Fait que là, Ça veut oui, péter la porte, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Mais là, on a un débalancement quand même évident dans ces conditions-là. Euh, on sent, comme tu as dit, plus ça tourne vite, plus que ces petits débalancements-là ont un impact parce que ben ils se promènent à très très haute vitesse. Fait que là, on va chercher différentes vibrations. Donc, c'est très important d'être capable de balancer notre système. Là, il y a plein d'interactions avec le fluide qui se fait pomper. On peut penser aux interactions avec les roulements à billes qui supportent l'arbre qui tourne. Eux aussi, un roulement à billes, on se dit, bon, ben, là, c'est solide. Mais juste en anglais, c'est les stiffness, la rigidité. Les rigidités relatives de ces pièces-là vont, à ces vitesses de rotation-là, vont causer un ensemble de forces qui sont toutes des forces dynamiques, d'où la dynamique des rotors. Puis c'est énormément, oui, comme tu as dit, par simulation, on est capable de prédire ces comportements-là, parce que là, il est question de rester stable. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est on veut pas que le rotor s'auto-excite. Donc, en fait, là, ça rentre dans tous les concepts là, d'oscillation harmonique, les octaves. Donc, certaines fréquences, selon la rigidité justement de nos roulements à billes, puis l'interaction avec le fluide, euh, c'est aussi lié à la forme de l'arbre de transmission, le matériau que tu as utilisé, sa rigidité à lui-même. Ben, il va entrer dans certains modes de vibration. Puis le but, c'est de tenir loin de ces vibrations-là qui ont un effet d'auto-excitation. Parce que là, ben là, Là, c'est c'est comme catastrophique, encore une fois. exponentiel. Ouais. Ouais, c'est comme exponentiel à ce moment-là quand tu atteins ce point-là. Fait que c'est pour ça que Mhm. tu fais des simulations pour éviter de te trouver là, dans le fond. Puis, Ouais. je me rappelle. Ah, vas-y, ouais. Ah non, mais vas-y, Ah, t'avais excuse. une mémoire là, à nous Ouais, partager. excuse. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as vu dans mes yeux. Hein? Ben, dans le fond, je me suis souvenu que quand on avait fait l'épisode en lien avec, ben, avec toi Ignitus puis et Fred, Fred. Sur Oui. Ignitus 2, merci. T'avais parlé que, je pense que c'était toi. C'était peut-être pas toi, là, mais je pense me souvenir que tu avais mentionné que des FEA, des analyses par éléments finis, donc on peut. Bon, là, pour les autres, ça, c'est un type d'analyse. Tu peux faire des analyses FEA de vibration qu'on parle ou de structure. Tu avais parlé que les FEA de structure, tu sais, c'est traître. Tu sais, c'est tout ce que les profs nous disent à l'université, c'est qu'il faut faire attention à ça. Fait que là, dans le cadre de. Ben, probablement, c'est-tu toi qui avais dit ça? Ça se peut-tu? Je sais C'est pas, ça fait peut-être 2 ans. Fred. C'est Ouais. peut-être Fred. C'est lui qui était un peu plus là-dedans à ce moment-là. Mais ça se peut que j'en ai mentionné parce que, ben oui, au moins tu as retenu la leçon importante qui est faites attention aux couleurs. Ouais, fait que là, tu fais-tu attention aux couleurs? On va un peu moins utiliser on va utiliser d'autres méthodes. Euh, j'ai Honnêtement, j'ai moins travaillé là-dedans, fait que je connais pas exactement les mécanismes puis les calculs qui sont utilisés, mais c'est beaucoup basé sur le fameux problème d'un ressort et d'un amortisseur. Euh, donc, sauf que là, on a plein de ressorts puis plein d'amortisseurs avec différents coefficients. Le défi, c'est de trouver ces coefficients-là, parce que ces coefficients-là, ben, ils sont pas tout le temps pareils, ils vont changer selon les vitesses de rotation, entre autres. C'est de trouver donc tous les coefficients qui décrivent comment notre système se promène.
Puis, d'un autre côté aussi, c'est de trouver c'est quoi les forces qui viennent exciter ce système-là. Donc, il y a toutes sortes de manières, là, quelques logiciels, dont entre autres un logiciel dont on a eu accès là, qui peut faire ce genre d'analyse-là. OK. Ouais, c'est vrai que ça doit être complexe, ça, beaucoup de morceaux qui interagissent. Puis c'est ça, donc on peut s'imaginer donc une méthode un petit peu plus analytique, là, un petit peu. En tout cas, comment je Ouais. l'imagine, là, donc plus de simplification là, basée sur ce que tu as. OK. Fait que là, écoute, le temps file quand même. Fait que là, je pourrais quand même, on pourrait changer de point parce qu'il restait un défi. On a quand même, j'ai l'impression, couvert un peu l'essentiel de tous les défis que tu m'avais mentionnés, mais il en restait comme deux. On a parlé des gradients de température, on n'en a pas énormément parlé. Ben, Puis on a quand l'opération. même Ah, vas-y. ben, pour les gradients de température, on a quand même eu la bonne introduction. L'aspect gradient, on, on va rajouter. Bon, d'un côté, on avait notre pompe qui pompait de l'oxygène, mais il faut se rappeler que dans la même machine, on a une turbine qui détend les gaz très très chauds. Ouais, Donc, d'un c'est ça. côté, il fait chaud, de l'autre, il fait très très froid. Donc, ouais, il y a un autre défi là, qui vient s'ajouter de comment on gère ces déformations-là entre les boîtiers de ces différentes sections-là de la pompe, la turbopompe, pour pas qu'il y ait de problème. Mais je pense Ouais. que c'était. Le problème vient vraiment plus là, de l'oxygène et de toutes ces choses-là. On fait juste se rajouter une petite cerise là, sur le Sunday là, avec la turbine à côté là, qui est à très haute température. C'est ça, c'est fou. C'est ça, on en a parlé, ouais, effectivement. Tu sais, les changements des géométries par rapport à ça. Puis bon, là, des défis reliés à l'oxygène et tout ça. Fait que. Puis là, OK, puis là, finalement, le dernier défi que tu m'as mentionné, bon, OK, au pire, on n'est pas obligé de. Je veux pas te garder trop longtemps non plus, mais c'est comme tu veux, là, mais les opérations par rapport à, tu disais, contrôler donc la poussée des moteurs, parce que c'est bien beau tout ça, là, on fait tourner ça vite. Là, on parle d'un régime permanent, mais ça reste que en opération, on doit pouvoir le contrôler, dire, OK, là, on veut pousser un peu plus, un peu moins. Fait que tout ce système-là doit réagir en, en accordance à ça. Là. Fait que j'imagine que ça doit être hautement complexe à des années pour Ouais, ça. Là. Je sais pas ouais. où vous en êtes non plus dans ce que À vous ce avez fait. niveau-là, je te dirais qu'à ce niveau-là, on commence à y penser, mais ce n'est qu'une idée loin derrière. Mais comme tu l'as dit, oui, il y a tout l'aspect euh, et régime permanent d'opération, mais après ça, même les versions électriques, puisqu'on veut se faire des versions test, à la place d'avoir tout le système ensemble avec les deux pompes et la turbine, ben, on veut quand même faire des tests avec, mettons, juste une pompe à carburant qui serait alimentée par un moteur électrique là, qu'on a fait faire en Europe pour l'occasion. Oh wow. Euh, on a, ça, c'est le fameux point lié aux opérations aussi. Là, c'est dire qu'on subdivise le problème pour commencer à comprendre comment tout se comporte individuellement avant de monter la machine au complet. Puis là, on va avoir d'autres problèmes à régler. Mais c'est ça, ça c'est, je pense que c'est sûr que c'est la bonne manière de faire parce que je sais pas où vous en êtes. C'est ça, fait que vous avez comme un modèle, vous avez un moteur d'appoint. C'est ça, fait que là, vous en êtes à quel pourcentage? On pourrait-tu donner un chiffre, mettons, sur 100%, tu sais, Euh, vous en êtes où, là? je D'avoir une dirais, pompe, une turbopompe contrôlable là, euh, dans votre atelier. en ce moment, on est je dirais, on est en train de finir la première vraie ronde de conception de la pompe à carburant, donc kérosène, euh, dans sa version électrique. Euh, donc, en fait, on a passé à travers le processus de conception euh, avec des logiciels qu'on a eu de sponsoriser, de commandité par un des partenaires. On a après à se servir de ça, comment après ça dessiner notre première version, faire des essais, changer d'idée. Puis là, on est dans la phase où on commence à faire des dessins finaux, entre guillemets. On a des revues de conception avec les manufacturiers. On fait énormément d'impression 3D, métal. OK. Fait que ça, Ah ouais. on a beaucoup de feedback là-dessus avec notre partenaire. Puis même aussi juste usinage, parce que c'est de l'usinage d'assez haute précision. Wow! Ouais, c'est intéressant, ouais, ça. Fait que vous avez quand même une réactivité là, rapide en lien avec les pistes d'impression 3D. Ce qu'on a en tête, c'est que c'est rapide, donc prototypage rapide, mais moi, c'est surtout pour du plastique que je m'imagine ça, mais pas des pièces de métal.
est-ce que c'est cette même rapidité-là et flexibilité-là ou il y a quand même plus de coûts associés, j'imagine, et de Mhm. temps? Ouais, c'est particulier. Nous, donc c'est ça, on est commandité par EOS, qui est comme pas mal, je pense que ça doit être ou sinon un des plus gros au monde là, en impression 3D métal. Puis en fait, les défis, c'est vraiment plus lié à comme qu'est-ce qui est les limitations, puis comment tu fais pour designer une pièce qui va être faite pour s'imprimer 3D. Donc c'est un peu, il faut apprendre à sortir un peu du moule. Fait que cet aspect-là, il est quand même assez intéressant au niveau de l'impression 3D. Puis c'est aussi d'utiliser des matériaux assez exotiques. On fait des pièces pas mal toutes en titane ou en inconel, donc des alliages qui sont pas donnés non plus. Donc, tu essaies de pas trop. Même si c'est commandité, le but, c'est pas de se tromper 2, 3 fois, c'est de le faire de la bonne manière dès le début. Ben oui. C'est ça, ouais. L'inconel, je savais pas que l'inconel s'imprimait non plus. Là. Pour le Titan, je savais, on avait fait notre projet d'université de fin de bac. C'est ça, on faisait comme une scie là, qui découpait les pièces d'impression 3D. Puis c'était le CRIC à Québec là, qui avait une machine comme ça. Fait que là, on commence quand même à s'aligner vers la fin. Peut-être avant. Il y a peut-être des questions que je vais laisser tomber finalement, mais il y a un truc que je voulais vraiment te demander que je trouve vraiment intéressant. Puis on en a parlé un petit peu tantôt par rapport à l'échange. Donc, un peu le give and take là, entre tolérance, coût, dimension, surtout dans le contexte que, de ce que j'ai compris, donc vous développez une pompe un peu plus petite et aussi pour décider, tu sais, comment vous décidez au début la taille de ce turbo-pompe-là? Tu sais, comment vous faites pour décider, OK, c'est à peu près quelle puissance qu'on aimerait? Comment est-ce que ça rentre dans les tolérances? Parce que de ce que je comprends, ben là, comme tu as dit, le plus tu as des grosses pièces, le plus tu vas avoir de la puissance. Mais là, en même temps, si tu t'en vas plus petit pour vraiment faire un modèle fonctionnel, ben là, tu vas t'enfarger dans les tolérances, justement, parce qu'il y a une certaine limite à la précision que tu peux avoir. Puis vous avez Ah déjà ouais. des requis élevés. Là, vous avez c'est important d'être précis, comme on en parle depuis tantôt, pour la Ouais. température et tout ça. Tu as mentionné plusieurs points très importants. D'abord, comment on fait pour. C'est comment on fait le premier dessin, il vient de où? Là? C'est quoi il est où le point de Ouais, départ? ça Euh, napkin. Là. ouais. Donc, j'en ai parlé un peu, mais on a été commandité par Soft Way. Je donne des noms. Ouais, c'est Euh, ça, c'est correct. C'est bon. c'est une compagnie qui ont créé une suite de logiciels qui se spécialise justement dans la conception de turbo-machines. Euh, donc, nous, on a eu accès à ces logiciels-là, puis ça sert, entre autres, pour faire justement ce genre de design préliminaire-là. Euh, Ça reste que c'est pas si facile que ça. Tu rentres un peu tes demandes, puis la machine, on peut voir ça comme ça. Tu rentres tes demandes, la machine va te dire voici un nuage de possibilités. Mais comment tu fais pour euh, bien rentrer tes demandes? C'est là que ça devient compliqué. Il y a énormément de paramètres. Euh, Fait que tu sais, c'est un peu au début. Il y a une première version qui est la version préliminaire. C'est sur celle-là qu'on travaille en ce moment. On prévoit repasser à travers ce logiciel-là pour comme changer quelques dimensions. Ça ne changera pas, je veux dire, on doublera pas la taille, mais on va peut-être dire, ah, finalement, notre pompe centrifuge, elle est un petit peu plus large ou est un petit peu plus haute. Les pales n'ont pas la même forme exactement. Euh, mais on sert donc de ces outils-là dont on a accès. Fait qu'une autre itération, c'est ça, après, pour valider. Parce que c'est ça, je comprends qu'avec tellement de variables, tu peux pas vraiment. Mais probablement, ça m'impressionne vraiment qu'il existe un logiciel pour ça. Tu sais, souvent, des logiciels, on oublie que dans cette ère moderne, les logiciels, il y en a comme pour toutes, là, finalement, tous les besoins que tu peux avoir, même faire une turbopompe, qu'il n'y en a même pas au Canada avant que vous la fassiez. Fait que là, OK, il y a plein de paramètres. C'est ça, comment, tu sais, ça, au début, ça doit tellement être tough de dire, OK, là, OK, on s'entend, là, on va mettre tant, on choisit tel paramètre. Probablement beaucoup de paramètres arbitraires. Tu sais, c'est comme des systèmes d'équations à plusieurs équations, plusieurs variables. Puis là, à un moment donné, il faut juste que tu décides, tu sais, dans une conception, tu sais, à un moment donné, tu comme pas le choix. Genre, OK, Ouais, ça va exactement. être ça, puis on essaye ça, puis après, on verra. Fait que, OK, Un, c'est vraiment un- un génial. bon, un bon exemple qui est en fait le cœur même de mon travail dans ce projet-là, c'est on a dit au début de la conception, on s'attend à avoir tant de fuites internes. Fuites internes, on peut voir ça comme des pertes parce que on pompe un fluide qu'on ramène à l'entrée. Donc la pompe, elle doit
donner un débit plus élevé que ce que le moteur a besoin en réalité parce qu'il t'en perds une partie dans ces fuites-là, tous ces flots secondaires-là. On a donné un chiffre en disant, ben, ça va être quelque chose dans ces eaux-là, mais on le sait pas, on n'a jamais fait ça. Fait que de mes rôles, c'est justement d'essayer de modéliser ces pertes-là. Donc, en ayant une idée de comment tous nos joints d'étanchéité, jusqu'à quel point on est capable de les faire performants. Puis après ça, on a une nouvelle idée de ça va être quoi ces fuites-là. À quel point ça va changer le design là, des pales, etc. Ça reste à voir. Hein, wow, ouais, oui. Moi, c'est ça. C'est fait que c'est vraiment un ordre de grandeur, j'imagine, à ce moment-là. Là. Fait que là, tu fais des petits calculs pour certains formats de O-ring ou certaines méthodes de scellage. Puis après ça, tu fais une multiplication sur toute la ligne. C'est vraiment fascinant. C'est ça. La quantité de défis reliés à ça est assez intense. Puis je suis content qu'on ait pu comme autant y aller en détail, tu sais, puis tout explorer. Puis tu sais, avant de te laisser, tu sais, il y a quelques questions que j'avais que je vais comme laisser tomber, mais peut-être ce qui est vraiment important, mettons, ou intéressant, j'aurais deux affaires. Premièrement, y aurait-tu d'autres projets d'envergure comme ça qui auraient comme objectif de réduire la masse aussi? Parce que faut pas oublier, c'est un des objectifs primaires de tout ça, c'est réduire la masse d'une fusée. Puis là, c'est quelque chose qui a été développé il y a longtemps. Y a-tu d'autres, grosso modo, là, y a-tu d'autres gros projets ou d'autres grosses innovations qui ont permis comme ça de réduire la masse de manière significative? Je dirais que ça s'est joué dans l'amélioration de cette même technologie-là. Euh, les premières turbopompes, les efficacités n'étaient pas tant là. Même comme j'avais mentionné un peu au début, les cycles de turbopompe, est-ce qu'on récupère les gaz d'échappement de notre mini-moteur de fusée qui fait tourner la turbine ou pas? On s'entend que si tu veux les récupérer, ça va être beaucoup plus de travail. Ça va être plus compliqué. Donc, il y a eu des améliorations à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, entre autres, j'avais mentionné le Raptor avec sa configuration bien particulière. On va chercher une efficacité supplémentaire. Vitesse de rotation, encore une fois, plus tu tournes vite, plus tu peux sauver de la masse. Il y a eu des améliorations à ce niveau-là aussi. On développe justement des joints d'étanchéité, puis des méthodes de roulement de support d'arbres, dans le fond. Des roulements à billes, c'est un bon exemple, qui sont de plus en plus performantes. Je pourrais te donner, c'est pas secret, là. On travaille avec l'agence, le DLR, qui est comme un peu un morceau de l'agence spatiale allemande, si je me souviens bien, qui travaille beaucoup avec eux. En ce moment, ils développent des technologies, donc c'est plus des roulements à billes, c'est des roulements hydrodynamiques qu'ils appellent. Donc, on supporte pas l'arbre par des billes, mais par l'arbre est plus supporté en rotation par des billes, mais seulement par un film très, très mince de fluide. Puis eux, ils font ça dans un matériau, ce qu'ils appellent des céramiques composites. Donc, c'est la céramique dans une matrice de fibres composites. Donc, ça a des très, très, très bonnes propriétés en abrasion et en résistance. Puis, ça permet justement théoriquement pas de contact, pas de pièce mobile en contact parce qu'il y a un film de fluide qui vient faire tout le support. Donc, ça s'inscrit dans l'aspect réutilisation. Donc, en ce moment, c'est un autre des défis. Les turbopompes, ils étaient beaucoup conçus pour dire, on la conçoit pour 1 heure d'utilisation, puis c'est correct. Déjà, ça, c'est un défi. La navette spatiale, c'était le premier exemple de véhicule. On dit, dans le fond, rajouter à vos requis qu'il faut pouvoir réutiliser ça une couple de fois. Là, ça devient compliqué. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que je pense qu'il même disait les roulements à billes sur les turbopompes de la navette, ça a été probablement le plus gros défi de conception de la navette spatiale. C'était les bearings. Ouais. Parce que, tu sais, mais est-ce que c'est juste une parenthèse par rapport à ce que tu as mentionné, ces bearings-là, quelque chose, j'ai oublié le terme, je m'excuse. Hydrodynamique. Hydrodynamique, est-ce que c'est autocentrant aussi, ça veut dire? C'est un film seulement qui maintient tout ça? Oui, autocentrant, mais
pas exactement, dans le sens que là, euh, dans le fond, le contrôle des forces dans les différentes directions radiales n'est plus le même. D'habitude, tu es juste contraint par le roulement à billes qui, lui, il dit ben, j'ai pas envie tant de bouger plus qu'une certaine distance. Tandis que là, c'est des interactions avec le fluide. Fait que ça devient vraiment plus compliqué à modéliser, mais on se doute bien que maintenant, c'est ça qu'il y a dans. Si c'est pas ça déjà qu'il y a dans les turbopompes les plus, si on veut, état de l'art, à la fine pointe de technologie, ben ça va se rapprocher de cette technologie-là parce que ben on va un des éléments qui survivait pas puis qui est encore un problème, c'est tous les roulements à billes parce que après, comme je disais, ça se compte en moins de quelques heures d'utilisation, ils sont plus bons. C'est ça. Ça me fait vraiment penser au. C'est quoi la différence entre ça puis des. C'est juste des. J'ai oublié le terme, là. C'est comme. C'est justement. Des C'est juste paliers comme. lisses. Des paliers lisses, merci. C'est-tu la même. C'est-tu équivalent? Parce que des paliers Euh, lisses, on peut imaginer ça. Des fois, il y en a des auto-lubrifiés, là, si je me rappelle pas, si je me rappelle bien, qui sont un matériau spécifique qui fait que c'est un petit peu lubrifié. c'est un peu le même principe, je dirais, mais poussé un peu plus à l'extrême. Souvent, dans ces paliers lisses-là, auto-lubrifiants, on les noie dans l'huile. L'huile, c'est très visqueux. On va chercher beaucoup de force avec l'huile. Donc, cette espèce de force-là qui vient donner de la rigidité à ton assemblage, puis un peu cet effet de centrage-là, comme tu disais. Avec de l'huile, la bonne huile, là, bien visqueuse, ça va mieux. Mais les contraintes ne sont pas les mêmes. Euh, Juste les ordres de grandeur en termes de rotation, c'est différent. Mais oui, ces genres de roulements, ces paliers lisses-là, autoportants, c'est le même principe, là. OK. OK, c'est bon. C'est vraiment intéressant, ouais. J'étais pas au courant de ces avancées-là. Puis en plus, vous avez comme l'accès à ça, là. Fait que Ouais, c'est vraiment génial de on pouvoir. travaille un peu en parallèle, là. Il va probablement avoir comme une autre version de pompe qui va utiliser ce genre de technologie-là, là. OK. Puis là, ben parfait. Fait que là, écoute, là, avant de terminer, juste en finissant, donc, puis après, là, je te laisse, je te jure, je veux pas trop te garder longtemps, je suis Ça- désolé. Hey, j'aime ça, je parle de mes pompes. Ouais, c'est ça, de tes pompes puis de ton huile. Ouais. Fait que, OK. Mais là, c'est ça. Dans le fond, les prochaines applications possibles, tu sais, tu m'en avais glissé un petit mot là, dans le write-up que tu m'avais fait. C'est quoi, à part pour une fusée, qu'on parle présentement? Peut-être que c'est juste ça, dans le fond. Là. Je comprends, là, c'est sûrement juste des années pour ça. On parle de réservoir, on parle de réduction de masse. Y a-tu un peu des découlés ou c'est ça, des technologies un peu qui découlent des turbopompes qui ont certains avantages qu'on n'avait pas avant? Hem, je dirais, ben, tu sais, c'est beaucoup du développement de turbomachines, donc dans le fond, la production d'énergie mondiale, comme tu l'as Ah, dit. ouais, c'est ça. Heu, OK. c'est comme une centrale nucléaire, c'est comme une centrale au charbon, comme une centrale au gaz. On fait bouillir de l'eau, puis on le fait passer dans des turbomachines. Hem, Moteur d'avion aussi, tu en as parlé, c'est un peu le même principe. On comprime, on met le feu. En arrière, il y a une turbine qui redonne de l'énergie au gros ventilateur, à grosse fan en avant du moteur. C'est un peu le même principe. Je te dirais que en général, ce fameux cycle thermodynamique-là, euh, il a été développé dans plusieurs directions. Tu sais, comme je disais, il y a tout le monde des moteurs d'avion qui, lui, s'inspire aussi de toute la production d'énergie. Mais tu sais, je dirais que tout le monde s'échange un peu là, il y en a qui vont développer certaines choses, qui se disent ah, on peut peut-être récupérer ça à cette échelle-là ou pour cette application-là. En le cas des turbopompes, c'est un peu extraterrestre à cause c'est tellement fait pour d'autres. Un autre genre d'opération tellement plus violent que ça servirait pas à grand-chose de réappliquer ces concepts-là. Entre autres à cause du prix. Euh, Turbopompe, c'est généralement le coût principal d'une fusée au complet. Euh, c'est très, très, très cher. Même, juste les Falcon 9 qui ont 9 moteurs, donc 9 turbopompes, ils en ont fait quand même beaucoup, puis il y en a quand même beaucoup. Euh, Selon les chiffres qu'on a, on sait que ça vaut plus que 1,5 million l'unité. Euh,
Fait que là, t'as déjà comme au-dessus de 10 millions par fusée. Puis ça, c'est juste les pompes. Ouais, Fait c'est que là, ça. puis là, on n'a Tout. même pas idée du coût de développement en arrière. Fait que, Ouais, c'est vrai, ça inclut pas ça. Ça, c'est les pièces, mettons, ou la ouais, production. puis juste payer les employés qui vont passer 3 ans à travailler là-dessus. Ça, Non-stop. c'est une autre échelle de grandeur. Mais ce qui est intéressant dans notre cas, euh, en termes d'applications futures, euh, puis ça m'amène un petit peu à un autre sujet. Là. On vient de finir un processus de demande de bourse à l'Agence spatiale, justement pour une accélération technologique. Euh, c'est une bourse, c'est dans une série d'appels à projets, si on veut. Donc, nous, on a appliqué pour une bourse de 300 000 $. Puis le but, c'est c'est de dire, ben regardez, on va développer une technologie de turbopompe. On est une compagnie sans but lucratif, mais on pourrait le devenir si on se rend compte que ça marche assez bien notre affaire. Euh, Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait qu'on on fasse une étude de marché. On se dit, OK, mais ça se fait pas des pompes aussi petites. Il y a Rocketdyne qui a essayé d'en faire une à l'époque. À l'époque, quand je dis ça, c'est à l'époque des documents scannés de la NASA. C'est genre Ah, nice. le seul genre très très intéressant pour nous qu'on a trouvé. Là, leur pompe, elle t'a fait genre 10 minutes parce que, ben en fait, ils essayaient de pomper du fluor qui est encore pire que l'oxygène liquide. Bref, les roulements à billes se faisaient manger en dedans de 5 minutes. Euh, donc là, nous, on a dit, OK, mais il faut qu'on trouve une application pour notre pompe. Fait qu'on, grâce au fameux contact de Adam, on a pu parler à des très hauts placés dans l'industrie en disant, hey, mettons qu'on on vous fournissait une pompe qui pourrait être intéressante pour des applications comme on parle de plus en plus des space tugs, donc si on veut, des remorqueurs de l'espace pour désorbiter des satellites. OK. C'est Pas que ça un. devienne du junk, là. Ouais. Excuse. Ouais, mais c'est exactement ça l'objectif. Ça n'existe pas vraiment encore, mais on commence à en entendre parler dans l'industrie. Puis ça serait un exemple d'application. On a besoin de quelque chose qui est efficace en termes de rapport poids-poussée, mais qu'il n'y a rien qui existe sur le marché en ce moment pour ce genre d'ordre de grandeur-là. Parce que, comme non seulement ce serait la première turbopompe au Canada, ça serait aussi probablement la pompe la plus petite au monde. Parce Hmm. que, de ce en fait, dont on a entendu parler ou dont le développement a été rendu public, Ouais. bien entendu. Bel Donc, ça aussi, astérisque. c'est intéressant. Aïe, aïe, j'avais comme pas réalisé, ouais, c'est ça, la plus petite en même temps, mais c'est ça, je comprends que, c'est ça, on l'a mentionné tantôt, il y a certains défis associés à ça, mais au moins, ça vous conférait un excellent avantage compétitif si jamais ça serait une entreprise à but lucratif Exactement. down the line, là. Mhm. Wow! OK. Ben là, écoute, génial. Avec tout ça, y avait des choses qu'on n'avait pas eu la chance de parler que tu aimerais mentionner avant de terminer? Ou tu sais, on a quand même Euh, parlé beaucoup de sujets, mais peut-être d'autres choses, je sais pas. ben, tu sais, un ordre plus général, là, tu sais, le but, tu sais, le but ultime de ce projet-là, là, tu sais, on revient à l'Ange Canada et tout, c'est vraiment de créer des connaissances qu'on n'a pas au Canada. En fait, c'est juste un message général là, sur le domaine là, de l'ingénierie aérospatiale au Canada. Euh, En ce moment, on en avait même probablement parlé un peu quand on parlait de notre moteur de fusée à l'époque. Tu sais, on disait, ah ouais, il y a plein d'autres équipes, puis c'est le fun. Euh, mais on devient au Canada de plus en plus proactif grâce à ce genre d'initiative-là pour justement développer ces connaissances-là. Puis, il y a quelques années, moi, je me disais, ah ben, si je veux travailler dans ce que j'aime, visiblement les fusées, euh, je vais devoir quitter le pays. Genre, je peux pas faire ça au Ouais, Canada. c'est poche. C'est ça, c'est poche, ça, ouais. Mais M- finalement, Mais de plus en plus, on est en train de se dire, ah, on serait peut-être capable de se partir nous-mêmes notre propre. On serait peut-être capable de démarrer l'industrie, puis on est déjà en train de le faire tranquillement pas vite. Comme je disais, il y a 2 compagnies, dont Reaction Dynamics près de Montréal, qui ont réussi, euh, encore une fois, dernièrement, un essai de moteur hybride, mais qui sont allés chercher des performances assez
assez élevé. Donc, finalement, on est en train de se dire, ben, on est à un point tournant, puis c'est plus vrai qu'on est à l'arrière. En fait, on est encore en arrière comparé à d'autres pays, mais au moins, c'est en train de changer, on l'espère. Fait que Wow! je dirais que ça, c'est le Ouais. plus gros take-away de ce projet-là. C'est ça, parce que c'est ça la première chose que tu m'as parlé par rapport à ça, c'est que c'est la première turbopompe au Canada. Fait que on voit vraiment l'aspect pionnier dans tout ça, puis je souhaite effectivement, c'est ça que les gens comme toi et les jeunes, et on va dire, mettons, plus jeunes, tu sais, qui peut-être qui rentrent à l'université là-dedans ou qui ont des aspirations de ça, vont peut-être sont pas obligés justement de quitter le pays pour travailler là-dedans. Là. Fait que Exactement. c'est vraiment hot. Puis, Excellent. Ah, vas-y. puis ouais, sur une note finale, puis tu sais, ça part, étant, tu sais, on vient chercher faire pas des claims, mais des annonces importantes. Tu sais, on s'impose en disant, ah ouais, on va faire la première ou euh, on fait quelque chose de nouveau. C'est pas complètement fou non plus, malgré la taille colossale là, du projet en termes de défi. On est quand même allé chercher du support de pas mal partout dans le monde qui nous disent, ah ben, c'est vraiment fou que vous essayez de faire ça avec une gang d'étudiants. On a réussi à aller chercher notre je sais pas s'il y a un mot en français, un advisor, Conseiller. un conseiller. Euh, Notre conseiller principal, c'est un certain Jeff Thornburg qui vient des États-Unis. C'était lui qui a mené le développement des Raptors de SpaceX. Oh, wow. Il a aussi travaillé pour la NASA quelques années. Je pense qu'il a travaillé aussi pour Aerojet comme chef de design de turbopompe. Puis en ce moment, je pense qu'il est conseiller pour euh, deux autres compagnies majeures de conception là, de systèmes de propulsion. Fait que si lui, il a dit « Ah ben oui, je vais prendre de mon temps pour vous soutenir », ça nous a comme dit « Hey, c'est pas si fou notre plan, puis mettons, Ben on non, est c'est bien ça. supporté. » Ben oui, mais c'est ça que tu voulais dire quand tu disais que Ouais, il y avait des contacts, le gars, j'ai oublié son nom, là, c'est mais Adam. Adam, ok. Ouais, Adam, ça, je l'ai pas mal le prononcer. Fait que ouais, c'est ça, il y a clairement. ouais, c'est ça, les bons contacts. Wow, ouais. ouais, j'avoue que c'est On quand est même. à presque toutes les réunions, il nous arrive avec une histoire de comment ça t'as parlé à telle personne. Mais tu sais, c'est lui qui a fondé l'Ange Canada, puis c'est vraiment lui là, qui a rendu possible ce genre de projet-là. Là. Ouais, c'est ça. Et puis John Thornbush, c'est ça? Est-ce, Thornburg. Thornburg, est-ce que Ouais. lui, es-tu là, mettons, une fois par semaine? Fais-tu des points avec Euh, vous? C'est plus quand il y a des questions Lui, que là. ça a été vraiment plus. Bon, on a remis notre grosse demande de bourse à l'Agence spatiale canadienne. Euh, il y en avait une petite lettre à la fin qui disait Bonjour, je supporte ce projet de sa part. Mais il nous a offert, oui, des conseils et tout. Je pense que tout ce qu'il nous a demandé, c'est qu'on paye le transport, le voyage d'avion, je sais pas quoi. Ouais, Euh, s'il y a à venir. Ouais. ouais. Mais tu sais, je veux dire, on le verra pas toutes les semaines. On va peut-être le voir une Ouais, fois par année. Mais juste le fait que quelqu'un de cette importance-là dans cette industrie-là prenne le temps de dire Ah ben oui, ça m'intéresse. Vous êtes même pas une compagnie qui va me payer, mais c'est assez capoté pour dire Ah oui, je vais m'arrêter un peu juste pour regarder ce que vous faites. ça ajoute. Ouais, ça légitimise carrément. Hein, Ouais. vraiment hot. Si juste par le fait même de vos objectifs, c'était pas déjà assez une bonne justification pour dire que c'était légitimisé déjà, ça en ajoute encore plus. Oui. Fait que. Génial. Ouais, Ah, je c'est pense que ça vraiment fait le cool. tour. Ouais. Ça fait le tour. Ouais, ben, félicitations à SAE là-dessus. Puis, ouais, lâche pas le travail sur tes O-rings en Viton. Puis, sur tes scellants en graphite aussi. On va garder une pensée pour toi. J'avoue que 2 millions d'HP, c'est ça. C'est comme on disait tantôt. Ça se fait pas en claquement de doigts. Non, Fait non, non, c'est ça. Il faut que tu t'assoies un petit peu pour les bronzer. que, ouais, c'est ça. Génial. Ben, écoute, ça conclut l'émission. Donc, pour aujourd'hui, merci encore énormément pour ta présence, Émile. C'était génial. Vraiment, je suis content qu'on Ben, ait pu embarquer dans le détail. ça me fait plaisir de venir parler de ce genre de choses-là. Probablement que c'est comme Fred, là. Il va venir, on est juste content de venir parler de nos projets un peu fous.
Sérieux, ouais. Puis, tu sais, ça veut dire que quand elle va être construite et plus opérationnelle, disons, là, quand on va être rendu non seulement avec le moteur d'appoint, mais une version, mettons, plus finale, ça va pouvoir revenir Mhm. au podcast et nous Ben oui. décrire qu'est-ce qui a bien été et pas bien été. Fait qu'on aura très hâte Oh de oui. ça. Excellent. Donc, merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.